Alors il y a autre chose que j'aimerais vous faire écouter, parce que c'est toujours avec Donald Trump, il y en a toujours un tout petit peu plus. Si vous vous demandiez pourquoi il a décidé de faire tout ça, on a évoqué le prix Nobel, mais ce n'est peut-être pas juste. Regardez ce qu'il déclare. Je veux essayer d'aller au paradis, si possible. J'entends dire que je ne suis pas bien placé, je suis vraiment au bas de l'échelle. Alors, évidemment, tout le monde est en train de sourire dans ce plateau en lisant ces mots. Écoutez ce que dit Caroline Leavitt. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche, parce qu'on a tous été interpellés par ces déclarations, et donc, journalistes que nous sommes, nous lui avons posé la question. Le président a déclaré ce matin sur Fox News qu'il recherchait en partie la paix afin d'aller au paradis. Était-ce une plaisanterie ou y a-t-il une motivation spirituelle derrière ces accords de paix? Je pense que le président était sérieux. Je pense que le président veut aller au paradis, comme nous tous ici présents, j'espère. Et oui. Mais ça fait partie du mode de vie politique américain où la religion fait partie. Mais plus sérieusement, parce que évidemment, on sourit beaucoup avec Donald Trump, mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a souvent des choses derrière. Est-ce que c'est un message ? Est-ce que c'est un message dans ces périodes de négociations, dans ces périodes de menaces militaires, à ces électeurs, aux évangélistes, à la base MAGA? Est-ce que tout cela peut être pris en compte ? Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ? Oui, comme disait Jean-François à l'instant, effectivement, il y a tout le poids et la pression, l'influence des milieux évangélistes. On a vu ces scènes surréalistes à la Maison-Blanche ou devant la Maison-Blanche. On les voyait tous se tenir par la main, par les épaules, etc. pour prier. Avant de rentrer au paradis, il faut passer par le purgatoire. Et c'est une sacrée épreuve, le purgatoire. Et vu le passif de Trump, je ne suis pas persuadé qu'il passe l'examen, parce qu'il y a ce qui se passe sur les négociations de paix, mais il y a tout ce qui se passe aussi autour. Il y a l'affaire Epstein. Il y a les mesures semi-fascistes qui sont en cours dans les rues de Washington ces dernières heures. Enfin, il y a un certain nombre de choses, tout de même, qui vont l'empêcher sérieusement de passer, de passer l'épreuve de ce terrible purgatoire. Sur ce, comment dirais-je, ce nouveau petit rebondissement, c'est cette tentative de Donald Trump de s'attirer les bonnes grâces de ceux qui s'occupent de tout cela au paradis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une anecdote, quelque chose qui peut prêter à sourire, ou est-ce que c'est plus sérieux que ça? Donald Trump est en politique comme il était en campagne électorale. Tout est bon pour alimenter son projet, y compris pour brouiller les cartes pour ceux qui l'observent. C'est juste ça. Ne pensez pas qu'il se prend au sérieux là-dedans. Il sait ce que ça va provoquer et ça l'amuse. Et non seulement ça l'amuse, mais il pense qu'il peut y gagner. On a beaucoup entendu pendant la campagne. Moi, j'ai couvert la campagne, l'élection, puis l'investiture, quand on posait la question aux électeurs de Donald Trump. Mais vous vous rendez compte ce qu'il a dit? Alors, on posait la question à un Afro-Américain sur les Noirs, à un Portoricain sur les Portoricains, etc. Tous nous répondaient souvent la même chose, ceux qui voulaient voter pour Donald Trump. Mais c'est comme le vieil oncle bourré le dimanche après-midi qui dit n'importe quoi. C'est très bien que c'est pas sérieux, on l'aime quand même, on va quand même voter pour lui parce qu'il a des solutions. Et puis il le dédouanait à chaque fois. Et ça fait écho au fait qu'il considère qu'il a été sauvé par Dieu de l'attentat. N'oubliez pas ça. Je pense que si on regarde avec nos lunettes occidentales, européennes, françaises, surtout laïques, c'est sûr que ça nous surprend énormément. Bon, après, lui, il est super fort, il parle d'abord à son électorat. Dieu aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi. On prête serment sur la Bible quand on est président, Dieu est sur n'importe quel billet de banque, enfin je veux dire, tout ça c'est sérieux quoi. Il parle à son électorat, c'est sûr, et puis quelque part ça reflète aussi, c'est lui quand même qui très souvent, honnêtement, si on les met un à côté de l'autre, et Poutine et Donald Trump, ils ont quand même des logiques assez prédatrices dans leur façon, dans leurs attitudes par rapport au monde. Trump il voulait Groenland, le Canada, il voulait tout un tas de trucs, donc, et on pourrait se dire ils sont pas si différents que ça, sauf ce côté quand même sensibilité à l'aspect humain. Il parle quand même souvent de ces milliers de vies humaines qui sont détruites par la guerre et qu'il faudrait que ça s'arrête en fait. Sa première dame en fait, Melania Trump, qui envoie ce courrier quand même pour prier Poutine rend ses enfants kidnappés ukrainiens parce qu'ils ont droit aussi à une enfance heureuse entourée de leur amour et tout. Donc il y a quand même un côté humain, il y a de l'humanité qui est totalement absente de l'autre côté. Et le problème du vieil oncle bourré, c'est qu'il a la main sur 3750 têtes nucléaires, donc c'est un peu flippant. Pardon Thomas. Mais... Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions, évidemment. Il y a un certain parallèle entre ces deux hommes. Quand il dit cela, au moment où il le dit, évidemment, le paradis, qu'il vise le paradis, qu'il vise ce prix Nobel, il y a derrière tout cela les moteurs de Donald Trump, ce qui fait qu'il va
là où il va, même si pour nous c'est pas toujours compréhensible. Mais il y a une logique, dans tout ça, et ça c'est important. On a vu notre scène, comment il a répondu à ce soldat ukrainien qui lui a transmis le club de golf. Un club de golf, oui, voilà. Et c'était tellement touchant. On a les images, on va le voir peut-être. Si vous les avez, mais j'ai trouvé que dans l'improvisation, parce que c'était une réponse comme ça de tac au tac, mais il a eu des mots quand même très forts et percutants pour ces dizaines, centaines de milliers de soldats, des vétérans ukrainiens blessés. Ça, c'est le profil du pervers narcissique. Il sait parfaitement quoi dire et être très ému pour ensuite... Vous reprenez aussi le concept de pervers narcissique. Ah ben oui, et dans tous ces développements, parce qu'on peut avoir la pitié des victimes dont on est ensuite le bourreau. Ça, moi, je l'ai vu fonctionner de près. Une question, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Comment faire pour les Européens aujourd'hui, pour les Ukrainiens, pour conserver Donald Trump dans son camp? Parce que c'est la bataille qui se joue aujourd'hui. On a vu la contre-offensive diplomatique russe qui est lancée. Après, évidemment, cette séquence de Washington, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour convaincre Donald Trump de continuer à se battre pour l'Ukraine? Je pense qu'on pourrait ne rien faire. Poutine va faire... parce qu'il va refuser et va renoncer les propositions de Trump et ça va finir par être perçu comme une humiliation. Dès qu'il perçoit qu'il perd le contrôle, qu'il perd la main, Donald Trump, et s'il voit que Vladimir ne va pas dans le bon sens, le retour de bâton peut être extrêmement rapide et virulent. Alors, moi je regarde tout ce qui a été fait par les États-Unis, par Trump depuis sa prise, depuis qu'il a prêté serment en janvier dernier, c'est-à-dire rien. Les choses ont empiré, il n'y a jamais eu autant de bombardements sur l'Ukraine, donc on peut faire sans lui, et ce serait mieux de faire sans lui d'ailleurs. Mais on ne peut pas faire complètement sans lui, on a quand même besoin de cet armement pour les 100 milliards de dollars. La seule chose dont nous manquons, nous Européens, sont des moyens anti-aériens type Patriot. Voilà. Sinon, pour le reste, nous sommes capables de suppléer à l'absence américaine. Les Américains fournissent quand même encore 30% de l'armement utilisé en Ukraine. Est-ce qu'on a, nous, la capacité aujourd'hui de compenser avec les Ukrainiens? D'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes sont capables de... Si je peux répondre à votre question tout à l'heure. Juste, je termine. Zelensky a annoncé que fin 2025, les Ukrainiens seraient capables de fournir 60% de l'armement dont ils ont besoin. Mais il manquera toujours une catégorie d'armement qu'on n'a pas en Europe, les Ukrainiens pourront pas tout de suite. À quel prix? Au prix de la soumission, et de la confusion. On n'a pas le choix. Il faut qu'il reste dans cette alliance renforcée ukrainienne-européenne. Jean-François, pardon. Je pense que si on veut garder Trump, ou convaincre Trump qu'il faut qu'il reste de ce côté-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est être de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'il faut être fort face à Poutine et il faut être fort face à Trump. C'est deux animaux politiques et diplomatiques qui ne comprennent que la force. Ils ne respectent que la force. Donc, plus nous serons forts, plus nous organiserons notre puissance, plus on transformera l'espace européen comme un espace de doux commerce en un espace de puissance, plus on sera respecté et plus Trump nous suivra. 300% raison. Donald Trump, dans sa façon de faire, il s'oriente vers le rapport de force et il soutient le plus fort. Il pensait jusqu'à Washington que les plus forts c'était les Russes et que les Ukrainiens ne pouvaient pas l'emporter, sauf que la bascule qui a été faite par cette délégation ukrainienne européenne à Washington a fini par lui montrer, et sur le terrain, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de communication où les Russes avancent la progression, la percée dans la région de Pokrovsk et tout ça c'était finalement un flop parce que les Ukrainiens ont repris la main très très rapidement, sauf que quand on a eu la photo où Zelensky présentait à Trump devant la carte en fait les progrès et tout ça, un point très important, entre novembre 2022 et août 2025, donc presque 3 ans, les Russes ont gagné 1% de territoire en plus en fait. 843 km. Voilà, et ça veut dire que c'est pas si spectaculaire que ça, et selon des rapports des renseignements britanniques, on considère qu'il faudrait aux Russes 4 ans et demi pour occuper... Oui, mais ça, ces calculs-là, ils ne fonctionnent pas beaucoup parce que, évidemment, on prend comme base pour ces calculs les avancées de ces derniers mois, et rien ne dit dans une guerre qu'un front ne s'effondre pas, ne se brèche pas, etc. Donc ça, j'entends toujours ces calculs-là, mais quand on en parle avec les militaires, tout le monde rigole. Mais au même rythme, pour l'instant, ils sont là avec vous avez raison. actions. Pour l'instant, les Ukrainiens résistent et les Russes butent. Le rapport de force, je pense que Trump est sorti après le sommet de Washington, considérant que le rapport de force peut être du côté ukrainien-européen, avec cette coalition des volontaires, s'ils ont été capables de parler, de dire on viendra t'acheter tout ce dont on a besoin, mais on se débrouillera pour payer. Je pense qu'une prochaine étape après ça sera, c'est avoir 300 milliards d'avoirs russes gelés, parce qu'à un moment donné, il faudra qu'il y ait des questions aussi de quelle récompense, comment on va payer la reconstruction et tout. Et à ce moment-là, s'il a vu la bascule du rapport de force dans l'autre sens, en fait, sur le côté ukrainien-européen
avec cette coalition de volontaires où il y a l'Australie, le Japon, le Canada, on n'est pas que l'Europe contre face. Ça, c'est un argument qui fait que il a annoncé déjà qu'ils feront partie. Sans envoyer les troupes au sol, mais ils seront pas. Une chose significative, les fameuses avancées dont on pense qu'il n'y a que quelques dizaines de personnes. Les estimations qui ont été faites maintenant par les observateurs sérieux, c'est que les Russes, pour mener cette opération, qui a été préparée de longs mois à l'avance, ils ont engagé 6 à 10 000 hommes. Et donc, c'est un flop à 6 à 10 000 hommes. C'est ça. Juste la semaine qui précédait Alaska. Pour eux, c'était calculé. Ils avaient besoin de cette communication. C'est ça qui veut dire que c'est pas impossible de les arrêter, parce que il faut quand même avoir ça en tête. Ils sont arrêtés. Pour revenir aux Européens, finalement, Trump, en bon docteur Frankenstein, a créé une créature, la force de défense européenne, en imposant donc les 5% au sein de l'OTAN, qui doit lui échapper. Cette créature doit lui échapper et va lui échapper et va jouer contre lui. Je crois que c'est à Washington, il s'est encore paré du pan en disant « Regardez, vous êtes fort maintenant grâce à moi, puisque c'est moi qui vous ai imposé donc, le principe des 5% du PIB. » Mais il n'a pas tort, en fait. Mais il n'a pas tort, mais ça va lui échapper. On va finir par le remercier, Donald Trump.